Bonjour à vous tous. Alors, vous êtes dans le Manifeste mondial Anthropocène, je suis de retour, Jérémy Cheval, et à mes côtés, Valérie Didier, qui est coordinatrice de cette session, et Lou Herman qui va représenter. Donc, bienvenue dans la session 6 du Manifeste mondial Anthropocène, qui a pour but de questionner les enjeux de l'Anthropocène des différentes parties du globe qui est en face de nous. Et nous venons de tourner, comme nous tournons à chaque moment, aux différents fuseaux horaires. Des pays sont mis à l'honneur et vont devoir prendre la parole à un moment donné, le moment donné qui est celui du crépuscule, du soir, un moment fragile, un moment de fragilité où les gens vont devoir échanger ensemble entre ce passage de la journée à la nuit. Nous sommes encore en plein jour, nous sommes à Lyon et nous sommes effectivement entrés dans l'Anthropocène, car nous sommes anthropocènes. Nous sommes l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies. Tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies, notre propre quotidien. Nous avons posé cette question à différentes personnes du monde entier qui ont envoyé jusqu'à 70 vidéos aujourd'hui, dans lesquelles nous allons vous en présenter une partie aujourd'hui. On leur a posé la question suivante. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer face à l'Anthropocène ? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice ? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie ? Et quelles sont nos idées pour changer la donne ? Voilà les questions de base et l'idée de ce manifeste qui se veut horizontal et de tous les âges et de tous les horizons. Depuis ce matin, on a eu des gens de tous les âges, pratiquement, de 13 ans à bien plus, et de pays complètement variés. Alors à l'instant, on va d'abord vous présenter des vidéos qui concernent les territoires que nous mettons à l'honneur pour l'instant, qui sont le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Mozambique, le Soudan, la Namibie, Roumanie, Niger, Moldavie, Zimbabwe, Swaziland, Lituanie, Ukraine, Égypte. Des pays qui ont été regroupés, comme je vous le dis, par fuseau horaire. Et certains d'entre eux n'ont pas encore répondu, mais nous espérons dans les années à venir que nous arriverons à avoir les voix de chacun d'entre vous. C'est parti pour la première vidéo de Denise, depuis le Rwanda. Ibi bigatuma habaho kudahazwa nabyo nk'abaturarwanda, bigatuma haboneka imirire mibi ndetse n'indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'ubukene bukabije bitewe n'uko tutabonera imvura ku gihe gikwiriye, bigatuma imiryango yacu idahazwa n'ibyo twahinze, bigatuma abantu bajya gushakisha mu mahanga icyabatunga ndetse n'imiryango yabo. Ikindi, imihindagurikire y'ikirere itera ibiza, igatwara amazu, igatwara abantu, bamwe bakaburiramo ubuzima bwabo, ndavuga urupfu, kuko iyo imvura ibaye nyinshi itwara abantu n'ibintu, inkuba zica abantu n'amatungo, imihanda igapfa, imisozi ikagenda, muri make ibintu bikangirika ari byinshi kubera imihindagurikire y'ikirere. Itera ingaruka nyinshi rero ku buzima bwa muntu. Muraho, ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere byarahindutse cyane, nko mu buhinzi, kuko ibihe by'imvura byarahindaguritse bituma ubuhinzi busubira inyuma, kandi ni bimwe mu bitunze Afurika. Muri rusange, iyo urebye Afurika yacu, dutunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ubucuruzi, kandi ubwo bucuruzi nabwo ahanini usanga ducuruza ibiturutse ku byo twahinze, bityo rero ihindagurika ry'ikirere rigatuma dusubira inyuma cyane. Urugero ni nk'ikawa, icyayi, hazamo na ba mukerarugendo, n'ubukerarugendo nabwo buri mu bitwinjiriza.
byose usanga bishingiye kuri bwa buhinzi n'ubworozi buturuka kuko ikirere kimeze. Rero muri iki gihe igihugu cyacu gihagaze nabi bitewe n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ubutaka budahagije dukoreraho ubwo buhinzi ndetse n'ubworozi. Imibereho y'abaturage yarahindutse cyane. Ubuzima bw'iyi minsi buragoye mu bice byinshi bitandukanye. Abaturage babayeho nta cyizere cy'ejo hazaza bafite, ndetse bimaze gufata indi ntera. Ubushomeri bukabije mu rubyiruko, ubukene bukabije mu miryango, ubusumbane bukomeye kuko usanga abakire bakize ku rwego rwo hejuru, n'abakene ugasanga bakennye ku rwego rwo hasi. Ibyo rero bigatuma n'ubundi nta cyizere cy'ejo hazaza bamwe baba bafite bitewe n'imibereho itari myiza baba barimo. Kandi ibyo byose bigaturuka n'ubundi ku ihindagurika ry'ikirere, harimo imyuka yanduza ibirere ituruka mu nganda, harimo amashyamba adahagije kubera ko ubundi umwuka duhumeka uturuka mu mashyamba, bigatuma rero tutabona ubuzima bwiza bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Usibye no guhindagurika kw'ikirere mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, no ku buzima bwa muntu bigiraho ikibazo, kubera ko nk'ibi byorezo birimo kugenda bituruka, ugasanga ibyorezo bitandukanye, indwara zitandukanye, turahumeka umwuka utameze neza kubera imyuka iba yaturutse mu nganda n'ahandi hose, ikazamuka mu birere ikangiza ikirere, ikirere nacyo kikaduha imyuka itari myiza, ugasanga ntabwo bigenze neza, tugize ubuzima butari bwiza. Umwanzuro uko ngewe mwumva, umwanzuro ni uko byakemuka gushyiraho amahame n'amasezerano ahuriweho n'ibihugu byose yo kubungabunga ibidukikije, harimo n'amashyamba, kugabanya ibyotsi biva mu nganda bihumanya ikirere, guhanga imirimo mishya hagamijwe kurwanya ubushomeri, guhagarika intambara z'urudaca, guhindura imyumvire no gukunda ibihugu byacu. Murakoze, uwo ni wo mwanzuro wanjye. Gusa nyine ibi byose n'ubundi bigaruka ku bukene, bigatuma wenda ibi bigiyeho byagabanya ubukene, ubushomeri, kuko abantu bafite ubushomeri ari benshi. Abantu ni benshi kandi imirimo iriho ni mikeya. Ubwo rero n'ababashije kujya muri ubwo buhinzi, n'ubundi ikirere kikagira ibyo cyangiza, ntibagire iterambere ngo bagere ku iterambere nk'abandi. N'ubwo buzima muri rusange rero tubayemo, dukeneye icyahinduka kugira ngo tubone uburyo twabona imirimo irambye. Bonjour, je m'appelle Zola Kessoa et j'ai 27 ans. Alors, à l'heure actuelle, je travaille dans le domaine de la création de produits, ou en tout cas dans le domaine du développement de produits. Et aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus en revanche sur le développement d'un produit spécifique. Et aussi, je travaille comme jardinier et je travaille sur la permaculture.
Et je suis convaincue que le développement durable est très important, ainsi que l'économie verte. Alors, j'ai été invitée à me rendre en Allemagne et c'était parce qu'il y a eu un partenariat avec l'université d'Aachen. Et pendant que j'étais en Allemagne, nous avons travaillé sur un projet et nous avons travaillé sur toutes les choses que nous pouvions faire. L'idée, par exemple, comme quoi les étudiants d'Aachen étaient des étudiants qui faisaient des travaux de recherche grâce au fait que le Cap, cette ville en Afrique du Sud, est déjà une ville en Afrique du Sud qui manque d'eau. On sait par exemple que nous manquons très souvent d'eau, surtout dans une ville comme le Cap, sur la côte ouest du pays, où nous avons tout le temps des problèmes de sécheresse. Ainsi, à travers les travaux de recherche, ils ont travaillé sur des wicking beds, des plates-bandes surélevées ou des bacs de culture. Ainsi, vous pouvez arroser les plantes à partir du dessous plutôt que de verser de l'eau par-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui peut augmenter les volumes d'eau que les plantes peuvent absorber. Et cela permet aussi d'absorber les volumes d'eau que l'on utilise. On sait exactement quelle quantité d'eau on utilise et comment ne pas gâcher l'eau, parce que dans l'agriculture standard, il y a énormément d'irrigation, mais beaucoup d'eau s'évapore et beaucoup d'eau n'est pas bénéfique aux plantes. Et ainsi, il y a beaucoup de gâchis dans l'agriculture traditionnelle. Donc, en développant ces systèmes de plates-bandes surélevées, des bacs de culture où cela s'arrose naturellement, on peut préserver de l'eau, on peut faire des économies d'eau parce qu'on arrose d'en dessous. Et les plantes peuvent ainsi absorber ce dont elles ont besoin et il y a beaucoup moins de lessivage grâce à cette solution. Et c'est pour ça que c'est si important. Surtout cette capacité de s'auto-arroser ou s'auto-arroser. C'est quelque chose qui peut être réalisé en utilisant des matériaux recyclables, des matériaux par exemple qui sont utilisés, qui sont jetés habituellement, le bois des palettes. On peut traiter ce bois, on peut y apporter un certain design et on peut produire un produit à partir de ces palettes et ça permet de mettre en place une économie circulaire. C'est-à-dire nous avons beaucoup plus besoin d'un système circulaire, on n'a plus besoin de cette économie linéaire où tout va tout droit et ça crée énormément de déchets. Non, on a besoin d'un système où tout est circulaire, où tout ce qui est déchets finit par revenir dans l'économie sous une autre forme. Ainsi, on peut reproduire des choses à travers les matériaux que nous considérons comme étant des déchets actuellement. Vous savez, dans des endroits comme à Amsterdam, dans plein d'autres villes en Europe, avec ce nouveau Green Deal, ce genre de produit, ça va voir le jour. Et donc, ce système, ce bac de culture fait partie de l'économie verte, tout simplement parce que cela permet de recycler de l'eau autrement que l'on aurait gâché. Alors voilà deux témoignages vidéo que vous pouvez regarder dans la totalité sur notre chaîne YouTube, qui nous sommes arrivés d'Afrique du Sud et du Rwanda. Deux témoignages assez forts autour de pratiques agricoles d'un point de vue alternatif, on va dire, en Afrique du Sud, et aussi de manière très incarnée au Rwanda, dans un territoire rural que l'on a réussi à monter grâce à une collègue lyonnaise, chercheuse, qui nous a aidé à récolter ce témoignage. Alors nous allons prendre la suite de cette conversation grâce à des invités qu'on a l'honneur de recevoir, qui sont présents en ligne. Je vous inviterai Floyd Manza et Monsieur Pascal Hans à ajouter votre vidéo afin que nous puissions vous voir derrière à l'écran avant que je vous fasse interagir. Floyd Mwanza, is it okay for you? Do you have everything with Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez tout en anglais, Floyd? Alors, en attendant que Floyd branche sa vidéo, Monsieur Pascal Hans, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prendre la parole et nous dire votre propre manifeste dans un premier temps, sur lequel on va pouvoir réagir? Vous parlez depuis le Soudan, si je ne me trompe pas, vous travaillez pour l'Institut français. Ah, Floyd, nous sommes ravis de vous recevoir dans votre voiture, qui vient de justement intercepter cette conversation. Floyd, effectivement, nous sommes en direct, and we listen to you. Can you tell us your manifesto, Nous vous please? écoutons, Floyd. Est-ce que vous voulez bien nous donner votre manifeste? Si vous voulez bien nous lire votre manifeste.
En attendant que Floyd trouve une place de parking qui, je l'espère, va bientôt nous aider à reprendre le direct et à être vraiment là, Pascal, je vous laisse la parole et je vous rends l'antenne que vous vous êtes fait voler en plein milieu d'un bouchon. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, merci. Parfait. Bon. Bah, écoutez, oui, c'est très excitant de participer à cette journée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais vous poser évidemment beaucoup de questions quand j'ai été sollicité pour intervenir dans cette belle journée, tout à fait passionnante, encore une fois, pour les morceaux que je viens de suivre. Et plutôt que de faire de grands discours sur le Soudan ou parler de son histoire récente, qui est très riche, vous savez que c'est un grand pays en Afrique, c'était avant la partition en 2013 le plus grand pays d'Afrique. J'ai décidé plus humblement de vous parler de ce qui se passe en face de chez moi, ou juste derrière. Vous voyez encore derrière là un petit carré de lumière. C'est la belle heure de la journée où le soleil se couche, où la prière vient de partir de toutes les mosquées de Khartoum. J'habite un quartier au cœur du Damas, disons qu'on pourrait dire du Khartoum, pardon, qu'on pourrait dire résidentiel, quartier qui mêle les lieux d'affaires, des ministères. L'ambassade d'Arabie Saoudite n'est pas très loin, une grande artère commerciale, et puis un quartier non pas huppé, parce que ça n'existe pas vraiment dans ce pays où les élites richissimes se cachent et se barricadent, mais disons ce qu'on appellerait en Europe un quartier de classe moyenne. Mon voisin est médecin, de l'autre côté, il s'agit d'une famille d'avocats. Et ce quartier est peuplé de petites maisons en briques, très souvent construites en briques crues, séchées au soleil, en briques cuites, de façon plus cossue, si les gens avaient de l'argent pour avoir une construction plus solide. Et en face de chez moi, donc, il y avait deux demeures assez modestes qui abritaient chacun ces grandes familles qu'on voit ici, logées sous le même toit, une 12 à 15 personnes en même temps. Et puis un beau jour, là à peu près de cela 14-15 mois, j'ai vu arriver de petits camions et puis descendre des ouvriers avec des massues qui ont commencé à détruire brique après brique ces deux belles maisons. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un terrain vague dans un vacarme assez assourdissant, sous 40 degrés de température. Les ouvriers ont donc mis à jour l'intimité de ces belles pièces, détruit donc morceau par morceau ces deux enceintes, ces deux maisons qui n'étaient pas en ruine. J'ai évidemment interrogé mes voisins qui m'ont dit que le terrain avait été acheté par un riche homme d'affaires d'origine étrangère. Ici, quand on dit ça, ça désigne les richesses qui viennent du Golfe, qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de Dubaï, ou qui y sont abrités. Très rapidement, les briques ont été récupérées par toutes sortes de colporteurs. Aujourd'hui, le terrain est vide et tout ce qui figurait dessus a été ramassé, emporté. Et puis, il y a là maintenant près de 6 mois, j'ai vu s'y installer un groupe de jeunes. Ils sont à peu près une douzaine. Ils y ont construit un abri de fortune en rassemblant dans Khartoum des morceaux de bois, des piliers qui servent de madriers, dans un abri qu'ils ont construit au fond de ce terrain qui est fait de carton, de toile. La moyenne d'âge ne doit pas dépasser 12-13 ans. Il n'y a pas d'adultes. Je vois des jeunes filles qui portent des bébés sur les hanches, qui n'ont pas 15 ans probablement. Et puis cette communauté vit là sous le regard ni bienveillant ni hostile de cet entourage de voisins. Vraisemblablement, il s'agit de Sud-Soudanais. C'est des jeunes qui ont fui, dont les familles ont fui la misère, la guerre, les multiples conflits qui
traverse les 40 dernières années de l'histoire de ce pays. Il n'y a pas de latrine. Je présume que de temps en temps, ils vont utiliser celle des cafés voisins, mais de ce que je vois de ma fenêtre, ça n'est vraisemblablement pas toujours le cas. Je vois les garçons qui vont chercher de l'eau ici ou là. Ça n'est pas la difficulté la plus grande ici, parce qu'au Soudan, et par tradition, l'accès à l'eau est dû à tous, donc y compris dans les rues. Vous avez des grosses bonbonnes en terre cuite qui abritent de l'eau potable, où chacun peut se servir. Je ne sais pas trop de quoi ils se nourrissent. L'autre jour, et 3 jours de suite, une voiture du HCR, du Haut Comité pour les réfugiés, est passée devant très lentement, s'est arrêtée. Personne n'est descendu. Ils sont revenus 3 fois de suite. Voilà, cette petite communauté ici continue à vivre. Elle n'est pas vraiment, s'est pas vraiment mêlée à la population. Encore une fois, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas non plus discriminée, elle n'est pas rejetée. Les enfants se tiennent loin de la petite route qui est devant. Ils ont fait cette espèce de nid en carton au fond du terrain, en plein centre de Khartoum, dans un quartier cossu. Et en attendant que d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, ou quelques jours, eh bien, des grosses pelleteuses arrivent pour construire ce qui est la destination prochaine de ce terrain, c'est-à-dire un gros immeuble d'habitation destiné probablement à être vendu si les gens ont suffisamment d'argent pour pouvoir acheter un appartement dans un immeuble neuf. Donc voilà, c'est ce petit témoignage de ce que je voulais dire dans une ville qui n'a pas été conçue pour être habitée, parce qu'elle est située de façon stratégique au confluent des 2 Nils. Mais dès que vous quittez les bords du Nil, 300 mètres après, il n'y a pas d'eau, c'est une terre semi-aride. Vous creusez, il n'y a pas de terre, il y a du sable, il y a des rochers. Les gens qui ont des jardins, c'est parce qu'ils creusent et ils font venir de la terre. Il n'empêche qu'il y a une population aujourd'hui qui vit autour de ces rives du Nil extrêmement riches, extrêmement belles, de 8 millions d'habitants. Et que ici ou là, on voit ces poches d'histoire contemporaine qui nous remontent à la figure dans un pays donc, qui abandonne ses enfants à la malnutrition, à l'insécurité. Ils ont un téléphone portable, ces jeunes, donc j'imagine que peut-être ils ont des parents, des parrains qui, loin d'ici, prennent des nouvelles de temps à autre. Je présume qu'ils rejoignent la cohorte des 3, 4, 5 millions d'enfants malnutris, de plus de 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, de ces 4 millions de réfugiés, dont à peu près 1 million seulement est traité par le Haut Commissaire aux réfugiés, c'est-à-dire dûment immatriculé et traité en tant que tel, pris en charge dans des camps. Voilà, ceux-là, ils sont représentatifs d'une certaine Afrique qui échappe à toute prise en charge, abandonnée, laissée à elle-même, dans un espèce de terrain vague, de non-lieu, de non-droit, dans un espèce d'interstice interurbain dont ils ont saisi l'opportunité de tirer profit. Ici, tout a été recyclé. Je n'ai pas affaire à des bobos écolos, mais je peux vous dire que le moindre morceau utilisable de carton, de quoi que ce soit, fait immédiatement l'objet d'un traitement de fortune. Dans un Khartoum aussi où les poubelles ne sont pas ramassées, donc régulièrement mes voisins font un feu avec ce qui reste. Ça embaume évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, le quartier. Donc voilà, pas ou peu de services publics et une jeunesse abandonnée qui, dans une ville et un quartier qui peut se présenter comme à peu près ce que la capitale soudanaise a de meilleur, eh bien, qui vivent dans ces conditions telles que je tente là de les décrire. Donc voilà, c'était ma contribution pour ce soir au manifeste et un tout petit témoignage sur la réalité de ce pays. Merci beaucoup Pascal pour ce point de vue
depuis ce que vous avez derrière vous qui maintenant est dans le noir car il ne fait plus du tout jour. On est passé du moment du crépuscule à la nuit pour vous, effectivement. Et ce qui est très intéressant et que j'aimerais juste vous faire rebondir éventuellement dans une seconde sur le sujet, ça serait de savoir en fait finalement comment vous imaginez cette vision que vous pouvez avoir d'un territoire qui finalement récupère tous les éléments qui fonctionnent et qui fabrique des interstices. Est-ce que pour vous, cet élément-là est quelque chose qui, à travers l'Anthropocène, pourrait être une idée, en tout cas, à promouvoir ou une réflexion à porter sur ces enjeux? Si vous voulez, je pense que ce qui est spectaculaire, c'est que moi, je ne sais pas d'où ces enfants sont venus dans le quartier, les réfugiés sud-soudanais, on ne les voit pas, ils sont loin d'ici. On voit des jeunes gens qui passent ramasser, faire de la récupération dans l'état d'ordure. C'est des populations de jeunes désertés d'Arfourie. Donc ceux-là, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Et c'est l'intérêt c'est un petit peu l'intérêt de cette situation qui, moi, m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire que le moindre espace, si vous voulez, qui se libère, il fait l'objet, en l'occurrence, d'une espèce de... Enfin, c'est un espèce de squat, c'est le squat de la pauvreté avec une inventivité qui est limitée par le caractère très rudimentaire des moyens dont disposent ces jeunes gens et ces jeunes filles, mais néanmoins qu'il existe. Je sais qu'ils ont déplacé leur cahute à 3 ou 4 reprises pour essayer de trouver l'endroit qui était le plus optimal en termes d'exposition au soleil et d'exposition au vent. Vous savez peut-être qu'à Khartoum, on subit ce qu'on appelle des haboubs, c'est-à-dire des tempêtes de poussière qui peuvent être assez importantes. Il faut savoir s'en protéger. Donc oui, des espaces, des interstices, oui, mais en même temps, ce sont des espaces de non-lieu. Personne ne parle à ces jeunes gens. C'est des espaces de non-droit, de non-prise en charge. Donc, c'est un peu le degré zéro de la créativité. C'est-à-dire, il n'empêche, et ça peut être aussi un message d'espoir, que dans des conditions les plus... Alors, je voudrais savoir, excusez-moi Pascal, je vais juste une dernière fois voir si Floyd est présent. Est-ce que Floyd est ici? Est-ce que vous avez votre lien Zoom qui fonctionne et que vous pouvez potentiellement prendre la parole pour nous donner une autre perspective? Alors, je suis ici sur le plateau avec toute une équipe, comme vous l'avez vu, hein, avec Valérie Didier et Lou Herman qui sont... Ah, Floyd. Yes, please. Please, we listen to you. Oui, je vous entends. Okay, yes. On vous écoute. Alors, je voudrais surtout dire bienvenue à ma présentation. J'essaie d'envoyer ma vidéo depuis tout à l'heure afin de vous envoyer ce que nous voulons vous présenter au sujet de la Zambie. Voilà. Alors, j'ai travaillé en tant que consultant en Afrique, donc en Zambie. Alors nous, actuellement, nous avons énormément de problèmes dans cette partie de l'Afrique vis-à-vis des logements. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quasiment toutes les maisons qui sont construites sont des maisons qui sont construites de façon traditionnelle dans le sens où on a toujours construit comme cela. Donc, en tant que consultant pour le développement urbain, nous essayons surtout de mettre en place des initiatives locales qui utilisent plutôt d'autres matériaux. J'ai vu la présentation du Rwanda, par exemple, et un petit peu comme la personne l'a dit, nous essayons d'utiliser les matériaux locaux qui vont
vont nous permettre de vraiment prendre en compte le contexte local et les matériaux locaux. Mais la question, c'est à quel point est-ce que cela est durable? Notre approche doit être durable au niveau des matériaux. On veut pouvoir utiliser du chanvre, par exemple, mais c'est surtout la qualité de vie qui doit être rendue possible. Et les constructions doivent être des constructions solides. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout cela afin de veiller à ce que chaque vie humaine puisse être vécue de façon agréable. Peu importe le niveau de l'économie du pays, chaque être humain dans un pays doit pouvoir bénéficier de certains conforts. Et donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous, en tant que personnes qui travaillent sur le terrain, nous essayons de trouver des solutions locales. Également, les briques, par exemple, pour les murs. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'on peut fabriquer à partir des matériaux locaux afin de pouvoir construire les murs des maisons? Ensuite, bien sûr, nous avons des défis dans notre partie du monde vis-à-vis de la technologie. Par exemple, les différentes solutions, les matériaux qui sont disponibles pour fabriquer les toits, cela devient de plus en plus compliqué. Et chez nous, c'est l'acier qu'on utilise le plus. Et l'acier en Afrique est l'un des matériaux les plus convoités. Ça coûte une fortune si on veut l'acheter. Mais c'est également le matériau de construction qui est vraiment le plus répandu en Afrique, ou chez nous en tout cas. Donc la question est de savoir si l'on peut trouver un moyen durable afin de construire ces toitures. Donc on essaie de trouver des solutions locales. On essaie de revenir à notre terre et on essaie d'apprendre de la tradition de l'artisanat. Comment est-ce que l'on peut abriter les êtres humains et comment est-ce que l'on a abrité les êtres humains dans le passé? Donc on essaie d'apprendre de cette tradition passée et nous essayons de documenter ces différentes techniques de construction et nous essayons réellement de construire des logements décents pour nos habitants locaux. Et donc nous avons travaillé sur différents projets. Donc j'ai pu charger la présentation que je souhaiterais partager avec tous les participants. Donc nous avons vraiment travaillé sur le fait de construire des logements décents avec des matériaux locaux et des déchets également. Le fait de recycler, de revaloriser des déchets, tout type de déchets, des déchets, des ordures ménagères, aussi des déchets des fermes, aussi des déchets du bâtiment. Donc tous ces matériaux sont bons à utiliser dans le cadre de ces constructions. Malheureusement, on a perdu la connexion. Ah, il est revenu. Comment est-ce que l'on peut planifier? Vous savez qu'il y a beaucoup de défis en matière d'urbanisation, la planification de l'aménagement. Donc, comment configurer nos villes, comment utiliser les sols qui sont utilisés pour les cultures agricoles, les sols qui sont constructibles, et ainsi de suite. Donc, on essaye de travailler tout cela, et ce, dans le contexte local. Comment profiter de ce contexte local? Donc, je vais partager ma présentation avec vous, et j'espère que vous allez pouvoir apprendre de cette présentation. Ça serait formidable, bien sûr, d'ajouter cette vidéo à notre playlist, Floyd si vous m'entendez en anglais, c'est avec plaisir que nous l'ajouterons et que nos auditeurs et tout le groupe du manifeste puissent participer vraiment à la compréhension de votre processus de construction. Je suis vraiment intéressé par cette manière de réfléchir la maison, la construction comme un véritable élément en perpétuel mouvement, hein, que ce soit la récupération de sites comme vous l'avez présenté, Monsieur Pense, d'un côté, hein, en démolition et tous les matériaux vont être récupérés, et en parallèle, imaginez une nouvelle construction comme de votre côté, Floyd, en utilisant vraiment les matériaux locaux jusqu'à en arriver à une récupération même des déchets humains et animaux pour essayer de construire des nouveaux matériaux qui permettent de construire les toits. Parce que peut-être que le toit, l'élément qui nous protège de cet élément finalement qui est au-dessus de nous, l'eau, l'air, le soleil, hein, vraiment dans différentes parties du monde, reste un élément fondamental. Du coup, peut-être je vais donner la parole à ma collègue Valérie Didier qui est ici, qui a envie de réagir avec vous. Oui, parce qu'il me semble que vous avez tous les deux abordé d'une certaine manière une seule et même question, qui est celle de l'habitabilité aujourd'hui et demain. Et qu'au cœur de ce que vous dites, on a le sentiment que la problématique, que l'on a d'ailleurs partout sur la planète et pas que sur le sol africain, c'est la perte des savoir-faire.
et que d'une certaine manière, on essaie, là aussi, partout sur la planète, de décontextualiser les questions de logement en particulier, c'est-à-dire de les décontextualiser par rapport aux questions climatiques, par rapport aux savoir-faire locaux et par rapport, évidemment, aux matériaux locaux, puisqu'ils sont différents d'un endroit ou d'un autre selon les climats. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que, justement, dans vos pays respectifs, dans vos situations respectives, est-ce que vous voyez émerger des processus de collaboration, peut-être, ou des questions pédagogiques autour de la question de savoir-faire non pas traditionnels, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas qui sont des vrais savoirs qui s'appuient sur notamment une matériothèque locale, en l'occurrence la terre pour ce qui concerne le Soudan et la Zambie, qui sont, il me semble, et si je me trompe, vous n'hésitez pas à le dire, évidemment un des matériaux les plus importants. Je rappelle que plus de la moitié de l'architecture mondiale est faite en terre crue, hein, donc ce n'est pas quelque chose de spécialement africain, mais que c'est vraiment partout. On est dans une région ici, à Lyon, qui est une des plus grandes régions d'architecture faite par les habitants en autoconstruction et que sont les terres froides. Donc, c'est vraiment... et nous avons la même problématique de perte de savoir-faire. Donc, je voulais voir avec vous quelles étaient les pistes que vous identifiez ou pressentez dans ces domaines, et notamment au travers de la question de loger les gens décemment, comme l'a dit Floyd à l'instant, et comme vous l'avez évoqué vous aussi, Monsieur Hans. Hello? Yes. Vous m'entendez? Oui, Floyd, on vous écoute. Alors, j'ai un problème de connectivité au niveau du réseau, donc je suis désolée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, we listen to you. Ok, très bien. Alors, j'étais en train de dire que ce défi par rapport au logement, donc nous avons plusieurs défis par rapport au logement. Et du coup, nous essayons de trouver des solutions locales au niveau de la conception de ces logements. Alors, en fait, nous sommes en train de concevoir de nouveaux types de logements et cela s'applique à tous nos développements de logements. Et donc, nous essayons de rechercher un soutien économique pour les communautés locales. En effet, ce que nous faisons en Afrique, nous avons beaucoup d'activités agricoles, beaucoup de logements dits agricoles, et ce que l'on essaie de faire, c'est que vous savez qu'il y a une activité économique dans les zones rurales qui devrait pouvoir en fait soutenir les styles de vie des habitants. Donc il y a des gens qui cultivent des légumes et les légumes sont vendus sur le marché. Ensuite il y a des déchets. Donc plutôt que de jeter ces déchets de culture, en fait il faut revaloriser ces déchets. Et les agriculteurs par exemple peuvent récupérer ces déchets, en fait réinjecter ces déchets dans ces cultures pour enrichir les cultures, pour produire de l'énergie. Par exemple, vous savez qu'on peut produire ces énergies pour la lumière, pour faire de la cuisine, par exemple. Vous m'entendez? Oui. On utilise pour éclairer, pour l'éclairage, mais dans un contexte local, est-ce que nous pouvons dupliquer ces efforts, dupliquer ces idées, et est-ce qu'on peut les répliquer dans d'autres communautés dans ce pays? Donc, est-ce que l'on peut élever le niveau en quelque sorte pour faire sortir les gens de la misère? Et est-ce que l'on peut relever le niveau de vie pour créer des normes de vie décentes? Parce que vous savez que si on peut utiliser le savoir-faire, les méthodes conventionnelles de conception, peut-être que l'on peut ainsi construire des petites unités de logement et ensuite on peut les répliquer et nous pouvons par exemple produire notre électricité et ainsi répliquer ce modèle. Donc il s'agit là d'un modèle qui est durable, qui est basé sur le savoir-faire simple. Donc c'est tout ce qu'il nous faut, des technologies simples, un savoir-faire, comment produire par exemple le biogaz, comment transférer, comment transmettre ce biogaz, comment éclairer nos villes sans pour autant dépendre de l'électricité qui vient des centrales dans les villes. Donc,
Je vais essayer de produire une présentation PowerPoint que je pourrai partager avec vous, si vous le souhaitez. Tout à fait. Et en attendant, Floyd, j'ai une question. Là, ce que vous expliquez paraît tout à fait clair et tout à fait sain et constructif. Donc, on peut se poser la question de pourquoi ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, quels sont les freins que vous identifiez à ces solutions que vous donnez, qui paraissent évidemment tout à fait intelligentes et tout à fait souhaitables. Donc chez vous, quels sont les freins à cette chose-là dont vous parlez, à ces solutions que vous évoquez? Bon, les défis, les obstacles, l'eau potable. Vous savez que toutes les communautés rurales ont des problèmes par rapport à l'accès à l'eau potable pour les êtres humains, pour les animaux. Donc tout le monde puise son eau dans le même endroit. Donc il y a beaucoup de maladies qui sont transportées par cette eau qui n'est pas propre à la consommation. Et évidemment, maintenant, il y a le virus, coronavirus. Donc maintenant, vous savez, on utilise des méthodes simples de pompage d'eau. Donc, on puise dans la terre et donc on va profondément dans la terre avec des systèmes de carottage, avec des méthodes simples. Donc, en fait, on pompe l'eau dans un château d'eau et ensuite le château d'eau tombe par gravitation. Donc, ce sont des méthodes simples. Donc, on pompe dans la terre et ensuite on pompe l'eau vers un château d'eau et ensuite cela nous permet d'alimenter, disons, 8 logements. Et on a 5000 litres d'eau. On peut utiliser cette eau pendant 1 ou 2 jours. Donc, il s'agit là de méthodes simples par gravitation. Donc, chaque logement peut avoir accès à de l'eau potable. On peut utiliser cette eau pour boire, également pour les chasses d'eau. Donc, on essaie de récupérer de l'eau pour alimenter les chasses d'eau. Parce qu'on a un grand problème au niveau de l'accès à l'eau potable et l'accès à la nappe phréatique. Donc évidemment, nous avons ces systèmes qui sont simples, donc avec des méthodes qui sont mécaniques. Il suffit de pomper l'eau, on peut fabriquer des pompes et ensuite on pompe l'eau vers des châteaux d'eau. Et même avec un vélo, par exemple, on peut utiliser un système de vélo, pédalage pour pomper l'eau vers un château d'eau. Donc c'est une méthode simple et nous avons un grand problème en approvisionnement en eau. Et ça, c'est vraiment une solution à résoudre au niveau des logements tout d'abord. Et ensuite, des abris décents pour nos habitants. Ensuite, également, des abris décents, de l'éclairage public. Donc, ce sont des solutions très simples, des défis très simples que l'on doit relever avec des méthodes simples. Bon, je vous remercie. Peut-être que M. Hans peut réagir également dans les problématiques qu'il identifie, que vous avez déjà identifiées avec cette description de ce qu'il y avait autour de vous, alentour, et en même temps des freins que vous voyez à permettre cette habilité, de cette habité, on va dire, raisonnable et souhaitable pour tous. Mais c'est bien, il voit la vidéo. Les savoir-faire, évidemment, à se faire un petit peu comme partout, mais pas trop. L'architecture en briques, comme vous le signalez, elle reste extrêmement... c'est la règle absolument partout. Quand on est dans les campagnes, on voit un habitat traditionnel avec des petites cours, des maisons qui ne sont pas soumises aux charges de la climatisation artificielle, on a su maintenir les systèmes d'aération et de circulation de l'air. Tout ça existe. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat ou d'entreprise moyenne pour essayer... Il y a pour lui là-bas. Donc je parle en anglais. C'est technique. En revanche, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les obstacles aujourd'hui en matière d'habitat, c'est dans le pays où je réside, c'est principalement les problématiques économiques, politiques, l'accès à la terre qui sont déplacés. Il y a des personnes qui ont accès à leur
Alors, Monsieur Hans, on vous entend très très peu. On a... Allô? Oui, on vous entend mieux là. Si juste vous pouvez terminer en quelques mots peut-être. Oui, donc je disais que les problématiques de technique de construction sont une chose, mais que ce qui fait obstacle aujourd'hui à leur développement, c'est principalement et quand même les conditions de proximité, de déplacement, l'absence de travail dans les fabriques de briques qui sont absolument dignes de travail. En Europe, qui traitent le sujet. Donc, on ne peut pas parler de techniques de construction sans remettre ça en perspective avec c'est quoi le principal au développement harmonieux de ces techniques. Effectivement, nous nous retrouvons face à des situations à l'heure d'aujourd'hui qui, bien que les processus architecturaux et les idées qu'on peut avoir ne peuvent se développer que dans un système économique viable permettant aux communautés elles-mêmes de se développer, basées sur leur propre production et leur propre réflexion et leur propre savoir-faire, que tous deux vous identifiez, Floyd d'un côté pragmatique sur la manière de développer finalement des processus architecturaux qui devraient permettre à une répétition, et de votre côté, Pascal, ce qui me plaît particulièrement dans votre commentaire, c'est qu'il ne faut jamais oublier malgré tout les conditions de marginalité de ces processus-là, les conditions de travail et aussi la manière dont les éléments sont mis en place, car on n'est pas du tout dans une situation idyllique de travail, parfois bien au contraire. Et effectivement, la question de la marginalité et des différences classes sociales est fondamentale. Alors du coup, je vais faire réagir une dernière personne qui est avec nous par un moyen, on va dire, peut-être un peu plus fragile par rapport à Internet. Nous avons encore eu une alternative technique à essayer de rentrer en communication avec Xola, qui vous a présenté sa vidéo en début. Est-ce que tout fonctionne et que Xola m'entend, et peut-être est-ce que... So, Xola, I would like to ask you. Zola, je souhaite vous poser une question. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous nous entendez en tout cas? Oui, alors, nous avons toute une équipe formidable. Donc, l'équipe a fait des miracles. Donc, l'équipe a réussi à vous joindre par téléphone. Donc, on est au milieu de l'illustration ici. On voit Zola. Donc, tout est enregistré. Donc, c'est incroyable. Il y a des câbles partout. C'est comme des spaghettis. C'est partout. Donc, je dois m'exprimer en anglais. Sinon, vous ne comprenez pas. Donc, vous n'aurez pas la traduction. Donc, English for communicating together with Xola. So Xola, alors, Zola, apparemment, vous travaillez dans le cadre d'une association. Merci beaucoup pour votre fil. Est-ce que vous pouvez rajouter quelques points à ce manifeste? Nous avons parlé de l'engagement local au sein des communautés, la façon dont on doit travailler avec différentes associations et avec différents acteurs qui sont actifs dans le cadre des pratiques agricoles. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce point, Zola? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être présent et de participer à ce manifeste mondial anthropocène à l'Université de Lyon. Et je pense que l'anthropocène et cette thématique, c'est vraiment une thématique très importante et une discussion très importante. Donc, je suis ravie de participer à cette discussion aujourd'hui. Et moi, j'appartiens à un groupe de réflexion et nous réfléchissons beaucoup à ces questions qui concernent toute l'humanité et comment trouver des moyens pour nous sortir de cette situation d'urgence en quelque sorte. Donc voilà mon profil. Et pour répondre à votre question autour de ce travail de proximité, le travail ancré dans la communauté, je pense qu'il y a différentes manières d'aborder ce travail, notamment dans le contexte actuel. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce que j'appelle les frontières spontanées, parce que nous avons un risque de double gouvernance, donc nous ne pouvons pas vraiment compter sur nos systèmes gouvernementaux. Vous savez que nous
il y a tellement de failles dans les gouvernements. Nous savons que nos pays sont hautement centralisés. Il faut décentraliser. Et je pense que le fait de travailler dans une communauté crée une sorte de réseau d'action communautaire. Et au sein de ces townships, ces zones des banlieues, nous pouvons créer des synergies et nous pouvons agir ensemble. Et nous pouvons coopérer, collaborer avec ses voisins, par exemple. C'est le vivre ensemble qui prévaut. Donc, il faut vraiment trouver des solutions locales afin de créer de l'ordre, mais c'est ce que j'appellerais plutôt l'ordre spontané. Et on peut, par exemple, garantir la sécurité alimentaire si on cultive nos propres légumes et fruits. Je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions. Il faut utiliser la technologie agricole, les différentes techniques agricoles, que ce soit de jardinage en conteneur, la permaculture. Donc, il faut vraiment que l'on mette l'accent sur la sécurité alimentaire et ce, au niveau local, donc avec les cycles courts. Donc, il faut vraiment travailler en ville et en banlieue. Donc, on ne peut pas compter sur un système agricole centralisé parce que ça ne fonctionne tout simplement plus. Vous avez vu avec le Covid-19, c'est très difficile en fait. Et du coup, le système alimentaire a été bouleversé par cette pandémie du Covid-19. Et voilà en gros ce que je souhaitais dire pour l'alimentation et l'agriculture. Vous savez, je pense que le plus bel exemple, c'est le Cuba. Un pays au Cuba, vous savez que les systèmes qu'ils ont mis en place au Cuba, où il y a ce que j'appelle le jardinage communautaire avec les jardins partagés. Donc tout le monde le fait maintenant. Et peu importe qui on est, si on est médecin, si on est éboueur, si on est infirmière, quel que soit son profil, donc les élèves des écoles, tout le monde met la main à la pâte et tout le monde en fait cultive sa propre alimentation. Tout le monde travaille ensemble avec ce sens communautaire pour devenir résilient. Et du coup, en fait, cette alimentation est moins chère parce qu'on n'a pas besoin de payer les kilomètres, le transport, de pays en pays. Et donc, tout cela représente un coût, évidemment, pour l'alimentation et cela a un impact négatif sur le climat et accélère le changement climatique. Ainsi, si l'on cultive dans ces jardins partagés, proche d'un supermarché, par exemple, on peut assurer ce cycle court et on peut alimenter le supermarché. Ainsi, nous pouvons avoir des systèmes alimentaires qui sont respectueux de l'environnement et on peut utiliser des vélos pour livrer à son supermarché local, à sa supérette, ou on peut également livrer à des écoles. Donc, je pense que voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, merci beaucoup, Zola. Merci beaucoup pour tous ces propos. Je souhaite souligner une chose que vous avez évoquée, donc cette idée de développement spontané. Je pense que vraiment c'est un concept assez intéressant parce que nous en avons parlé avec Pascal et Pascal a évoqué ce peuple auto-développé. Donc, ils ont vraiment développé leur propre système de développement. C'est pas traduit en français ce que je dis ici? Bon, je vais continuer en anglais et donc on va passer par la traduction simplement. Et Zola peut me comprendre parce qu'il n'a pas accès à la traduction. Donc je souhaiterais poser une dernière question sur ce développement spontané. Est-ce que vous pensez que le développement spontané ou bien qu'une usine spontanée ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez que cela peut exister? Est-ce que, bon, sans forcément un cadre, mais il y a toujours un cadre quelque part pour vous, Pascal et Zola, quel est votre point de vue? Est-ce que vous savez qu'il s'agit là d'un développement organique ou est-ce qu'il faut encadrer ce type de développement?
En tant qu'être humain, je pense que nous sommes aptes à nous adapter. Donc, nous avons quelques facilités. Nous pouvons nous adapter très facilement. Et lorsqu'on est face à quelques situations, circonstances, donc c'est vraiment cet instinct de survie qui prévaut, qui ressurgit. En tant qu'être humain, je pense qu'il faut vraiment que l'on soit très optimiste. Nous savons que nous pouvons survivre et nous savons nous adapter. Nous savons créer notre propre ordre social en quelque sorte. Et nous pouvons faire appel à notre imaginaire collectif ou notre conscience collective très rapidement. Et je parle d'après mon expérience personnelle parce que lorsque la pandémie a frappé l'Afrique du Sud l'année dernière au mois de mars, je sais qu'il y avait beaucoup de gens au Cap, par exemple, qui ont décidé de créer un groupe sur Facebook. Et les médias sociaux aident beaucoup. Vous savez que les médias sociaux nous aident à devenir ou à créer cette conscience collective et instaurer cette conscience collective pour qu'on puisse s'organiser. Malheureusement, Zola, nous devons arrêter cette conversation. Donc, Floyd, Zola, Pascal, merci beaucoup pour ce dialogue. Désolé d'avoir coupé tous ces pays parce que nous avons beaucoup de pays très intéressants à écouter, y compris le Cuba que vous avez proposé vous-même. Donc, Pascal, Floyd, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette force que vous nous avez donnée pour parler à ce manifeste mondial d'Anthropocène. Donc, vous avez exprimé vos points de vue très professionnels, mais également vos points de vue très personnels et sensibles. Merci beaucoup à vous trois. Je pense que ce programme est vraiment formidable et désolé pour le problème de connectivité parce que j'ai trouvé ça fascinant et j'espère pouvoir réamorcer ce dialogue à l'avenir. Donc il ne faut jamais oublier qu'il s'agit là d'un manifeste évolutif qui ne s'arrêtera jamais. Donc il nous faut développer ce manifeste. Il faut que ce manifeste se développe au fil des années à venir. Donc voilà la première étape. C'est juste une première étape. Évidemment, on était un peu pressés, mais nous sommes quand même ravis d'être présents et de travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment la base de notre avenir. Merci beaucoup.